La barre des 2% d'inflation n'est plus très loin en France, on est juste en dessous. Alors faut-il craindre, comme le redoutent certains, pour notre pouvoir d'achat? On en parle avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Ravi de vous retrouver, Oui, président du plaisir cabinet partagé. PrimeView. 1,2% d'inflation, c'était en juillet. On passe à 1,9 Mhm. au mois d'août, ça s'accélère. Ce sont les chiffres provisoires de l'INSEE publiés hier. Mhm. Est-ce que tout ça n'est pas en train de s'emballer un petit peu, même si, ok, dans l'absolu, 2%, effectivement, c'est pas inquiétant. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, 3%, je crois que c'est 3% en Allemagne, 5% sur un an aux États-Unis. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que ces choses sont en train de s'emballer un petit peu? Nicolas Bavrez, qui était là juste avant nous disait, c'est peut-être pas si transitoire que ça, cette inflation. Alors pour le coup, on n'est pas d'accord parce que pour nous, on est convaincus finalement, et ça fait longtemps qu'on vous le dit, que les risques inflationnistes, ils sont là, mais ils sont essentiellement alimentés par un effet de base. N'oublions pas en fait qu'on est au mois d'août, donc ça nous ramène en fait au mois d'août de l'année passée. On était en fait juste sorti d'un premier confinement extrêmement brutal. On avait des prix des matières premières qui étaient très écrasés. Et quand vous regardez en fait le contenu de l'inflation du mois d'août, c'est quand même beaucoup d'énergie. Donc les prix de l'énergie, quand vous regardez la même chose par rapport à un an, font plus 12. Donc forcément, quand vous faites plus 12, naturellement, ça ne fera pas plus 12 tous les mois, évidemment. Non, ça ne va pas plus 12. Et puis surtout que voilà, on a dès aujourd'hui en fait des prix d'énergie qui se sont stabilisés autour de 65-70 $ un peu partout. Même si le prix du gaz augmente. Alors oui, mais après il y a des effets de retard en termes d'impact pour les ménages. Évidemment, ils continuent de voir en fait le prix de l'essence augmenter parce qu'il y a des effets en fait d'inertie assez forts. Mais je veux dire que l'essentiel pour le moment est essentiellement généré Donc non, par. vous n'y croyez pas, pas d'emballement, pas de valse, ces étiquettes. Non, c'est non. Non, alors il peut y en avoir, mais d'une certaine manière, il faut comprendre que si jamais ça dure, vous avez posé la question intéressante, qui est la seule qui intéresse finalement les gens qui nous écoutent et nous regardent, c'est l'impact sur le pouvoir d'achat. Ouais. Et pourquoi en réalité ça ne peut pas durer? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les gens n'ont pas les moyens d'assumer en fait des prix plus chers durablement. Qu'est-ce qui va se passer si justement les prix de l'inflation sont amenés à se stabiliser à des niveaux élevés de 3, 4%, 5% comme les États-Unis durablement. Enfin, d'ailleurs, notons qu'aux États-Unis, ça commence déjà à plafonner. C'est-à-dire qu'on a eu une léger reflux. Ça plafonne à 5. Ça plafonne à 5, mais encore une fois, c'est par rapport à l'année dernière. Donc la tendance, en fait, est aujourd'hui en réalité à la baisse. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, nos ménages n'ont pas les moyens en réalité d'assumer des taux d'inflation qui sont plus élevés. Donc vous allez réagir comment? Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a un autre rapport qui vient de sortir sur l'évolution des dépenses des ménages, entre guillemets, contraintes. En tout cas, des dépenses préengagées des ménages. Ouais, les abonnements. Exactement, les loyers, etc. Donc, il va se passer quoi? Il va se passer que vous allez moins consommer. Donc, en fait, l'augmentation du prix va vous amener en fait, à réduire le volume d'achat. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, si l'inflation était amenée à durer, elle, en elle-même, générera un la contenu. Consommation, elle tassera la croissance. Elle contient en elle-même un contenu récessionniste qui ramènera, en fait, la demande à un niveau qui sera plus raisonnable. En même temps, vous ne niez pas, Pierre, qu'il y a la flambée des cours de l'énergie, même si peut-être le gros est derrière, mais quand on voit les semi-conducteurs, ça continue, les emballages, le cuivre, l'acier, la peinture, la pâte à papier, la colle, le soja, le bois, enfin tout est en train de gonfler, pardon. Oui, mais on voudrait... Des matières premières alimentaires. Voilà. Mais ça s'appelle des goulets d'étranglement. La question, c'est est-ce que ces goulets d'étranglement, on peut trouver une solution, oui ou non? Est-ce qu'en face, vous avez une demande qui caracole? En gros, est-ce que l'augmentation des salaires est là chez les gens, chez les Français, chez les Américains, etc. La réponse est non. Est-ce que... Sauf dans certaines poches d'activité. Exactement, très précise. Mais attention, là, vous me parlez de chiffres globaux. Évidemment, il y a toujours des gens qui vont nous dire « Mais oui, mais moi, j'ai été en fait dans mon supermarché et je vois bien les prix qui montent. » C'est vrai sur certains points, mais quand on regarde l'inflation au niveau global, qui est ce qu'on observe, eh bien, il faut s'interroger sur l'ensemble. Donc maintenant, n'oublions pas, premièrement, que nous sommes devenus des économies de service. Donc en réalité, on pense toujours en gros aux courses qu'on fait dans le supermarché, mais en réalité, nous sommes des économies de services. Comment évoluent les prix des services aujourd'hui? Ils ne bougent pas, on est à 0,5, 0,6, 0,7% sur un an. Donc on est toujours à des niveaux qui sont extrêmement tonnes. Donc il y a des poches d'inflation, mais qui aujourd'hui ne débordent pas sur le cœur aujourd'hui de notre économie, qui sont en fait des économies de services pour une raison toute simple, c'est que nos concitoyens n'ont pas les moyens d'acheter plus cher. Donc l'inflation pour vous va se calmer dans les prochains mois? Oui, et donc vous parliez tout à l'heure... Il y a comme deux écoles qui s'opposent, entre les transitoires et les durables. Oui, peut-être. Alors je ne suis pas sûr qu'en fait, pour faire aboutir un débat, il faut s'opposer, entre guillemets, et défendre des chapelles. Non, je ne crois pas. Simplement, il faut s'interroger sur les raisons de l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est d'abord une demande qui augmente. C'est ça qui fait l'augmentation des prix durablement. Pour que la demande augmente, il faut qu'il y ait soit plus de monde, voilà, donc démographiquement, ce n'est pas le cas, soit qu'ils aient plus d'argent à disposition. Et donc, ça veut dire que ça ne peut passer que par soit de la démographie, qui est relativement, soit des hausses de salaire. atone, soit des hausses de salaire. Qu'est-ce qu'on voit sur les salaires?
On voit rien. On voit rien. Si vous regardez aux États-Unis, par exemple, l'inflation salariale, on voit en fait une augmentation du. Alors, faut faire attention, c'est compliqué par rapport à 2020 parce qu'il y a beaucoup d'aides. Voilà, mais on voit rien de substantiel. Les salaires, ils bougent pas. Et si vous voulez retraiter de l'inflation, on est même. Alors aux États-Unis, pour le coup, qu'on a bien regardé, on est même à des niveaux de salaire retraite de l'inflation qui sont même en progression négative aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout sur une l'inflation monte plus vite que les salaires. Voilà, c'est ça. Donc on n'est pas en fait aujourd'hui dans un cercle, tout simplement parce que d'abord nos ménages n'ont pas les moyens d'acheter plus cher ce qu'ils consomment. Ça, c'est le premier point. Nos entreprises, certes, ont des marges un peu plus élevées, mais n'ont pas la capacité à répliquer en fait l'augmentation de leur coût de production dans leur prix de vente, parce que les ménages n'ont pas. Et donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les prix à la production qui augmentent, ce que vous évoquiez, l'énergie, les prix des matières premières, le coût du transport maritime, du fret maritime au niveau mondial, elle va se traduire par quoi dans les mois qui viennent? Essentiellement des pressions qui vont commencer à arriver sur les marges des entreprises. Donc, pour qu'il y ait en fait une vraie inflation de second tour qui soit durable, il faudrait que les entreprises aient la capacité à compenser l'augmentation de leur coût de production et les répercuter ces augmentations-là dans leur prix de vente. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que les gens n'en ont pas les moyens et sinon, ils vont moins consommer. Et donc, le risque principal de ce moment-là, et c'est pour ça que c'est temporaire, c'est qu'en réalité, ce soit les entreprises qui, à terme, écopent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que les entreprises, face à l'augmentation des coûts de production, en réalité, avaient des stocks de matières premières et stocks de produits finis. Donc, elles consomment plutôt les stocks. Mais d'ici la fin d'année, si jamais on restait sur ces niveaux-là, là, c'est les marges des entreprises qui commenceraient à être attaquées. Et donc, évidemment, ça ne les mettrait pas en situation de pouvoir assumer des hausses salariales. Donc, vous prenez... Pourtant, des hausses salariales, c'est quand même bon. Pardon, c'est comme l'inflation, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Une inflation qui est maîtrisée avec des hausses de salaire, c'est quand même bien. Des gens qui sont un peu mieux payés, non? Oui, mais alors là, pour le coup, vous posez la question en fait beaucoup plus fondamentale du partage de la valeur ajoutée en fait dans nos modèles de société. Et donc là, vous reposez en fait une question qui n'est plus posée depuis le début des années 80, arrivée de Reagan-Thatcher, puis ensuite le monde a suivi en fait, qui est celui d'un partage de la valeur ajoutée qui privilégie d'abord les profits des entreprises et les propriétaires, donc les actionnaires, au détriment en fait des salariés. Mais pour pouvoir assumer ça, il faut qu'en fait... Il est perdu ce combat-là? C'est un combat politique. C'est pas un combat qui va se faire, c'est un combat d'abord politique. Donc là, pour le coup, c'est est-ce que Joe Biden veut augmenter véritablement en fait les salaires aux États-Unis? Est-ce que c'était dans son programme? Il en a parlé. Est-ce que ça s'est fait? Non. La réponse est non. Est-ce que demain, en fait, en France, c'est ce qu'on veut assumer? Voilà, des augmentations de salaire. Donc c'est compliqué. Ça, c'est un vrai sujet d'ordre politique. Mais on en est aujourd'hui très très loin. Sachant que le politique n'a la main en fini là-dessus que sur le SMIC. Le politique n'a pas la main sur toute la grille des salaires. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, tant qu'on restera dans une vision très égalitariste en fait du coût du travail, quel que soit le secteur, quel que soit le territoire, ça sera difficile en fait de gagner ce combat-là. Mais bon, tout ça pour quand même avoir en tête simplement pour un chiffre, c'est qu'il faut avoir en tête que les dépenses préengagées des ménages ne cessent d'augmenter. En 2001, elles étaient de 27% de leurs revenus. Elles étaient 30% en 2011. En 2017, elles étaient de 32%. C'est encore plus vrai chez les plus pauvres. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre guillemets, même si vous avez des inflations de revenus qu'on peut voir dans les statistiques, vu que les dépenses préengagées, type loyer, notamment les prix de l'immobilier, sont une vraie contrainte par rapport à ça, en gros, vous avez l'essentiel de l'augmentation de vos revenus, qui existe un petit peu, en fait, qui est consommé par des nouvelles dépenses, qui est mangé. Fait qu'en réalité, les marges de manœuvre pour les ménages sont encore moins importantes qu'il y a 20 ans, encore moins importantes qu'il y a 10 ans, et probablement aujourd'hui, on n'a pas les statistiques, mais ça, on peut en être quasi sûr, encore moins importantes en 2021 qu'en 2017. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les prix de l'immobilier n'ont fait qu'augmenter. Donc la question, le retour de l'inflation, c'est la question du jour, va-t-il manger notre pouvoir d'achat? On répond quoi? La réponse est non. Parce qu'en réalité, si jamais ça arrivait, ça résonnera par la suite, mais de manière temporaire. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, simplement pour revenir à votre point de tout à l'heure, sur les goulets d'étranglement, semi-conducteurs ou autre, tout le monde vous dit que ça sera réglé, en fait. Ça, c'est une problématique d'offre, en fait. Ça sera réglé en début d'année prochaine. Donc, ne soyons pas... C'est logique aujourd'hui. On est en plein milieu de ce qu'on appelle l'effet de base. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des effets de base qui sont issus de la situation qui était la nôtre il y a un an. Aujourd'hui, quand vous regardez les choses dans le dur, c'est-à-dire ce qui n'est pas cyclique, ce qui n'est pas conjoncturel, rien ne bouge. Et encore une fois, rappelez-vous, l'inflation des services, tant que l'inflation des services... Comme ça en finesse, pourquoi tout le monde s'emballe? Parce qu'il faut bien parler de quelque chose. Alors c'est un élément en fait qui pourrait tout de même... c'est un élément de débat assez fort, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la vraie question qui anime les marchés, c'est moins l'inflation que son impact sur les politiques monétaires. Et est-ce que les banquiers centraux seront forcés de sortir des politiques qu'ils ont implémentées jusqu'à maintenant? Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis des mois, on vous dit que pour nous, elles en sortiront extrêmement tardivement
et Parce qu'elles ne de sont pas manière gênées tout par à fait l'inflation. timide, parce qu'elles partagent en tout cas notre conviction que cette inflation ne pose pas la voie à une inflation de second tour qui traduirait une situation de surchauffe de notre économie. Donc à partir du moment où vous êtes convaincu qu'on n'est pas en surchauffe dans notre économie, pourquoi faudrait-il freiner? Et donc la raison, alors ça c'est plutôt un bon message du coup pour les marchés financiers, parce que si vous êtes convaincu par ce qu'on vient de dire, c'est comme ça qu'ils l'ont compris. voilà, mais c'est comme ça que nous le comprenons et nous l'anticipons déjà depuis le début d'année. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est transitoire, il n'y a pas de raison pour que les banquiers centraux se précipitent, donc les taux d'intérêt vont rester faibles, donc l'ensemble des marchés financiers peuvent se maintenir à des niveaux de valorisation qui sont élevés. Exactement, c'est QFD. Merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut.